Pendant longtemps, on a cru que le cerveau est déjà presque fait à la naissance, ou à l'âge de 3 ans, ou à l'âge de 6 ans, ou même à l'âge de 12 ans. Et puis après, on s'est dit non, le cerveau est presque mature à l'adolescence. Donc c'est ce qui nous a donné l'idée que l'ado devant nous, c'est un adulte, c'est un cerveau presque, hein, c'est un cerveau adulte emprisonné dans un corps encore enfant. Et bien cette idée, c'est vraiment faux. C'est juste que l'adolescent devant nous, effectivement, c'est un être un peu, c'est pas un monstre, voilà. Ça, c'est l'idée aussi. Donc, ce n'est pas un cerveau inachevé ou un cerveau achevé dans un corps d'enfant. C'est pas un monstre, c'est pas Frankenstein, un peu. Mais c'est effectivement un cerveau qui contient presque le volume, la taille, les neurones d'un cerveau adulte. Mais le problème, c'est que les connexions ne sont pas encore là. Alors, c'est comme si j'ai une Ferrari qui est tellement belle, une voiture, une Ferrari tellement belle, alors tout est là, sauf les freins. Ben, c'est un peu comme ça. Alors, c'est un cerveau inachevé, c'est un cerveau qui est à 95% presque achevé, mais quand même, ces 5% qui sont les freins sont très, très importants. Donc, c'est un cerveau qui est en mode toujours en téléchargement, si on peut dire, en téléchargement, un cerveau qui se trouve effectivement dans un corps qui bouillonne d'hormones sexuelles, qui ont un impact assez considérable sur le cerveau, sur le développement des neurones, sur le développement des connexions entre ces neurones, entre les cellules qui se trouvent dans le cerveau. Et là, ça serait effectivement intéressant de faire l'analogie, par exemple, entre ces cerveaux. Parce qu'on parle beaucoup de neurosciences, ok? Alors là, ça serait intéressant de dire, bon bah, quel est le rapport et pourquoi, moi, en tant que neuroscientifique, je parle de l'adolescence, puis du cerveau ado. L'idée, c'est qu'on peut faire très bien l'analogie entre neurosciences et une immense forêt. Le cerveau de l'enfant, l'adolescent, c'est encore une forêt amazonienne, où c'est extrêmement difficile de se retrouver. C'est extrêmement difficile d'avoir des sentiers clairs. Et puis, tout d'un coup, à l'adolescence, durant ces quelques années d'adolescence, tout d'un coup, cette immense forêt doit se débrouiller pour être plutôt une forêt suisse. Bien propre, bien établie, bien structurée, où les sentiers sont assez visibles. Alors, on lui demande énormément. En quelques années, il y a des tsunamis qui passent dans cette forêt. Il y a des torrents, des tsunamis, qu'on appelle les tsunamis d'hormones sexuelles, qui vont reconfigurer cette forêt immense, qui vont élaguer certains arbres. Et puis pourquoi on a fait l'analogie? Parce que effectivement, le cerveau contient 100 milliards de neurones, entre 80 et 100 milliards de neurones. La nature est tellement généreuse qu'elle nous donne une forêt amazonienne. Donc elle nous donne beaucoup plus de neurones, beaucoup plus d'arbres, parce que chaque neurone ressemble effectivement à un arbre. Elle nous donne beaucoup plus que ce qu'on va utiliser. Et puis à des moments donnés dans notre vie, surtout à l'adolescence, la nature nous dit « Ah ben, c'est le moment de choisir. Quel arbre tu veux garder? Et même dans cet arbre, quelle branche tu veux garder, quelle racine, et qu'est-ce que tu veux élaguer ?» Donc c'est mieux d'élaguer certains types d'arbres au lieu de se retrouver dans une forêt amazonienne et d'être complètement perdu. Donc c'est mieux de se retrouver plus dans une forêt un peu suisse et d'être vraiment où je sais où aller au moins. Donc durant cette période, c'est extrêmement important d'avoir un échafaudage ou des arbres un peu solides pour pouvoir faire face à ce tsunami ou ce torrent d'hormones sexuelles qui rendent le jeune extrêmement vulnérable. L'environnement a un rôle extrêmement important à jouer dans chaque neurone de ces 100 milliards de neurones. Chaque neurone a besoin de l'environnement, pas seulement du code génétique. Donc c'est vrai que chaque neurone a un code génétique auquel il obéit pour grandir, pour avoir de l'arborisation, pour avoir vraiment aussi des racines, pour transmettre l'information. Mais ça, c'est minime. Petit à petit, le code génétique, en fait, durant l'enfance est extrêmement important. Mais petit à petit, à l'adolescence, c'est vraiment l'environnement de plus en plus aussi qui va remanier cette architecture cérébrale. Donc, c'est vrai qu'on a dit, par exemple, les commentaires positifs, mais aussi, il ne faut pas oublier que l'adolescent observe.
observe énormément. Donc si je viens et je suis hyper stressée le matin, je suis extrêmement stressée, ça se voit dans ma posture, ça se voit sur mon visage, ça se voit dans ma manière de m'adresser à l'adolescent, et puis je lui demande d'apprendre, ça serait extrêmement difficile pour lui d'apprendre. Donc il ne faut pas oublier aussi qu'on a ce contact social est extrêmement important pour les ados. C'est un moment vraiment décisif dans leur vie, l'adolescence, parce qu'ils sont extrêmement ouverts au monde. Extrêmement ouvert, et c'est pour ça qu'on dit que mais c'est comme une éponge, effectivement. Donc ils sont vraiment comme une éponge, une sorte d'éponge qui absorbe tout ce qu'ils peuvent avoir, apprentissage, curiosité, intérêt, prise de risque. Donc c'est vraiment absorbé. Alors il faut faire attention plus à ce que nous on fait comme adultes devant les adolescents avant de leur demander de bien se comporter. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'idée aussi, c'est que dans cette forêt immense, qu'on a dit vraiment que dans le cerveau, c'est une forêt immense, ce tsunami d'hormones sexuelles, quand ça commence, rend les neurones extrêmement vulnérables. Donc extrêmement vulnérables, pas seulement aux commentaires qui peuvent être positifs ou négatifs, mais aussi très vulnérables à ce qui se trouve comme code génétique dans leurs neurones. Donc s'il y a des codes génétiques, par exemple dans la famille, de dépression, de schizophrénie, de troubles d'apprentissage, de troubles déficit de l'attention, on va le voir. Donc avec ce torrent d'hormones sexuelles, ce qui va rendre les adolescents extrêmement vulnérables durant cette période, c'est là où ça va se manifester vraiment ces différentes maladies. Donc on est dans la puissance totale, parce qu'on a des capacités vraiment dans les neurones qui nous poussent vers la curiosité. C'est aussi un facteur biologique de l'évolution. C'est-à-dire qu'à cet âge, normalement, les jeunes devaient partir pour quitter le nid. Voilà, c'est vraiment quitter le nid pour recréer leur propre nid. Ce n'est pas le cas, la société a changé. Donc ce n'est pas le cas actuellement, les jeunes restent. Mais ce qui reste avec eux aussi, c'est l'évolution biologique qui est restée. Donc tous ces hormones sexuelles, recherche de partenaires, recherche d'émotions fortes, recherche de prise de risque, recherche aussi de nouveautés. Et puis on leur demande de non, 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 non. Alors ça, c'est vraiment un discours un peu que les jeunes n'arrivent pas à comprendre. J'ai mon corps et mon cerveau qui me dictent un code génétique, code neuronal spécifique, et puis vous, comme société, vous me dites non, 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 non. Alors, comment faire entre tout ça? L'exemple de la forêt et puis du nid aussi, de l'oiseau qui quitte le nid, nous rappelle quelque chose d'extrêmement important en neurosciences qu'on a découvert seulement en 1998 grâce aux canaris. Donc c'est un petit oiseau, tellement petit, tellement mignon, mais qui nous a informé énormément sur le cerveau. Donc jusqu'à 1998, on croyait qu'on est né avec un certain nombre de neurones. On en perd tout au long de notre vie, et on n'a pas la capacité de faire naître des nouveaux neurones dans le cerveau. En 1998, on a vu chez le canari que quand il y a ce tsunami d'hormones sexuelles au printemps, quand il part du nid pour aller chercher une partenaire, c'est là, à ce moment-là, qu'il change des chansons. Donc, de la façon de chanter, les chansons sont différentes et que son cerveau fait naître des nouveaux neurones. C'est ce qu'on appelle une neurogenèse. Donc, neurogenèse, parce que tout est, voilà, c'est genèse, vraiment. Donc, c'est exactement ce qui se passe chez l'adolescent. Donc, durant l'adolescence, c'est vrai qu'il est extrêmement vulnérable, mais il est plein de potentiel. Soit la neuroplasticité, la capacité de chaque neurone à aller faire beaucoup plus de connexions, mais aussi la capacité de faire naître des nouveaux neurones, si l'environnement le lui permet. Pour que ça soit un environnement bienveillant, il faut un cadre. L'adolescent reste encore avec ce cerveau inachevé. L'adolescent n'est pas un adulte complet encore. Voilà. Pourquoi on dit ça? Bon, il a toutes les capacités du cerveau, sauf le chef d'orchestre, qui est là.
Donc ici, on a une partie qui s'appelle le cortex orbitofrontal, qui est considéré dans le cortex préfrontal, qui est considéré comme le chef d'orchestre. Alors imaginez, vous allez me dire, oui, mais c'est un adolescent. Donc l'orchestre est là, mais sans le chef d'orchestre. Alors ça, c'est un peu difficile. Donc ce chef d'orchestre a toujours besoin d'un cadre, du silence, d'être vraiment concentré, d'être encadré, mais ça doit être un cadre contenant, un cadre qui lui permet d'être le chef d'orchestre et d'orchestrer tout l'éventail de différentes parties de son cerveau au lieu que ça soit vraiment éparpillé. Donc un cadre contenant, c'est un cadre qui comprend l'adolescent tout en renforçant l'autorité. C'est un cadre aussi qui lui donne le plein potentiel tout en le dirigeant vers ce potentiel. C'est un cadre qui est à l'écoute, mais pas seulement à l'écoute, c'est un cadre qui est à l'écoute et puis aussi qui lui fournit des outils pour... Mais comment je ne comprends pas, parfois par exemple, il peut déclarer la guerre nucléaire juste en lui demandant d'aller mettre la poubelle voilà, en bas par exemple. Et là, c'est vraiment, à ce moment-là, il faut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi il réagit de cette façon? Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc au lieu de lui dire, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé durant ta journée? Alors on peut tout simplement regarder un film ensemble et puis discuter du film. Et puis petit à petit, alors la discussion va nous amener pourquoi il a déclaré la guerre nucléaire, parce qu'on lui a demandé d'aller mettre les poubelles. Donc il faut aller à peu près d'une façon un peu indirecte en parlant avec l'adolescent, ou jouer à un jeu vidéo avec lui, ou jouer à un jeu de société. Si on va direct avec l'adolescent pour lui demander « mais qu'est-ce qui s'est passé cette journée ?», il ne va pas nous répondre. Parce que la façon la plus directe avec l'adolescent, l'adolescent va se barricader de plus en plus. Quand on va directement, on a une partie ici dans le lobe temporal, une partie qui s'appelle l'amygdale, qui est notre système d'alarme. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on lui demande une question très directe, où il va le considérer comme si c'était une attaque ou menace, l'activité donc du système d'alarme va retentir, donc tin, 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 tin. Et là, le chef d'orchestre et tout le cerveau ne pourra pas nous répondre ou bien penser. À des moments aussi où il va déclarer la guerre parce que voilà, on lui a demandé d'arrêter de jouer à des jeux vidéo et puis de faire ses devoirs par exemple, il ne faut pas répondre durant ce moment. Il faut attendre un petit peu et puis reprendre la situation par la suite, avant de dormir ou le lendemain. Il faut bien choisir les moments quand parler avec les adolescents. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, le plus important, c'est éteindre l'amygdale, c'est-à-dire éteindre le système d'alarme avant de lui parler. Ce qui éteint l'amygdale vraiment, c'est un sentiment de sécurité. Tant que l'adolescent va se sentir valorisé et dans un cadre sécurisant, il va être à l'écoute. Le cerveau n'est pas seulement inondé d'hormones sexuelles. Le cerveau est aussi inondé de neurotransmetteurs. On peut faire l'analogie par exemple, donc c'est comme une rivière dans cette forêt immense dans leur tête. Donc cette rivière contient les neurotransmetteurs qui transmettent l'information d'un neurone à l'autre. Ces neurotransmetteurs sont extrêmement importants. Le plus qui se trouve dans le cerveau de l'adolescent à cette période-là, c'est la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est extrêmement impliqué dans l'apprentissage, dans le mouvement, dans la motivation, mais aussi dans les addictions, dans la schizophrénie. Un excès de dopamine à cet âge va pousser vers la prise de risque. Sauter avec le snowboard du haut d'une falaise ou essayer voilà, de boire toute une bouteille d'alcool, le binge drinking, voilà. Donc ça, c'est vraiment les excès ou les prises de risque que l'adolescent, il est poussé vers ça à cause d'un excès de dopamine dans leur cerveau, ou faire le trop-plein de dopamine dans leur cerveau. Mais si on sait, par exemple, que le sport dépense tout bien la dopamine ou nous donne assez de dopamine, tout comme une bouteille d'alcool ou des comportements à risque comme skier hors piste ou sauter avec le snowboard,
il va comprendre que, ok, donc j'aurai les mêmes sentiments, parce que c'est ça, ils sont à la recherche de ces sentiments. Ça leur procure un bien-être fou, en fait, ces sentiments de prise de risque. Il ne faut pas leur dire non. Certains ados, ils vont écouter et puis vont être sages comme une image, puis dire ok. Mais d'autres qui ont cette capacité d'élévation de dopamine vont dire mais j'en ai besoin. Ok, mais tu peux l'avoir par exemple pendant une séance de sport. Peut-être pas yoga, mais séance de sport ou même sport extrême ou danse. La danse aussi nous donne assez de dopamine, donc écouter la musique à fond, qui peut tourner, je ne sais pas, leur appareil auditif complètement en marmelade, mais c'est quelque chose qui va dépenser la quantité excessive de dopamine. Donc les aiguiller vers d'autres comportements qui sont beaucoup plus cadrés, tout en gardant la quantité de dopamine. Partir pour une manifestation pour l'écologie, pour l'environnement, pour les femmes, avoir une cause à défendre. Avoir une cause à défendre aussi, ça va très bien, parce que tant qu'ils utilisent l'excès de dopamine dans leur cerveau, ça va très bien. Le problème vient quand ils ont excès de dopamine, excès d'hormones sexuelles non utilisables. Et là, c'est problématique parce qu'ils vont plutôt mal les utiliser. C'est primordial d'expliquer à l'adolescent qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Une prise de conscience de ce qui se passe dans son cerveau peut beaucoup l'aider. Une prise de conscience que tu es en train de transformer une forêt amazonienne en une forêt bien structurée. Donc parfois tu vas avoir des tempêtes. Il faut accepter ces tempêtes, les vivre, je suis d'accord. Vivre ces tempêtes pleinement et les comprendre, mais tout en sachant que tu as toute la capacité mentale dans ton cerveau de les contrôler. Et puis si tu ne les contrôles pas là, maintenant, actuellement, durant l'adolescence, le problème c'est que les ramifications des neurones, des branches dans les neurones vont être vulnérables par la suite. J'ai des tempêtes dans ma tête, j'ai des torrents, j'ai des tsunamis, mais je suis capable vraiment, si je les comprends bien, de prévoir la tempête. Je ne peux pas l'arrêter. La tempête est là, la tempête va venir, la tempête va venir. Je ne peux pas l'arrêter, mais je peux la prévoir. Donc, en prévoyant la tempête, je vais vraiment renforcer mes neurones, comme les arbres de la forêt. Donc, une fois renforcées, elles vont subir la tempête, mais bon, sans trop de dégâts. Ce qui permet de prévoir ces tempêtes, c'est une prise de conscience a priori de nos émotions, de ce qui se passe dans notre corps avant que ça atteigne notre cerveau. Donc, par exemple, je vais à l'école, je ne suis pas très bien intégrée. Avant d'aller à l'école, je prévois comment je me sens en entrant dans la classe, en entrant déjà à l'école. J'ai le cœur qui bat, j'ai les mains moites, j'ai ma température corporelle qui change. Donc déjà, si avant d'y aller, je me prépare avec une bonne respiration, je me prépare à me dire dans ma tête, je suis capable, je vais aller vers les autres, je vais essayer d'intégrer le groupe, je vais faire de mon mieux, tout en respirant. La respiration est quand même extrêmement importante. Donc là, quand on respire, ça régule tout de suite le cerveau et éteint l'amygdale. Parce que quand on respire bien, l'amygdale se dit « Ah ben, il n'y a pas besoin de déclencher le système d'alerte, ou le système d'alarme. Tout va bien. Le cœur va bien, la respiration va bien, donc il n'y a pas besoin de déclencher vraiment ce système d'alerte. » Donc, prévoir les situations. Aider les jeunes à toujours prévoir les situations pour autoréguler leurs émotions. Autoréguler leurs émotions, on va travailler sur le système limbique, ce système qui se trouve ici, c'est-à-dire on considère le système limbique comme la poudrière des émotions. Voilà, donc, ou bien l'explosion totale, mais qui est toujours gérée par le chef d'orchestre. Mais si on a donc cette poudrière d'émotions qui explose sans que le chef d'orchestre, a priori, a reçu l'appel à l'aide, alors ça serait beaucoup plus difficile de l'éteindre ou de la faire baisser. Alors ce que j'aimerais vraiment, c'est que
les jeunes soient de plus en plus ancrés dans leur corps. Être ancré dans notre corps, sentir ce qui se passe dans notre corps, et puis à l'aide de ce qui se passe dans notre corps, informer notre cerveau avec une prise de conscience que c'est OK, je peux prévoir les situations. C'est vrai que je ne peux pas tout contrôler. Ça, c'est vrai, je ne peux pas tout contrôler. Ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important parce que si l'adolescent croit qu'il peut tout contrôler, il va souffrir d'anxiété de performance. Donc, je ne peux pas tout contrôler, je vais prévoir au mieux ce que je peux faire et au pire, même s'il y a une tempête, je vais quand même essayer que les dégâts ne seront pas à 100%. Mais si même les dégâts seront à 50, à 70%, tant mieux. Pendant l'adolescence, c'est une période qui presque sépare le corps du cerveau. Le corps est en pleine transformation. Il y en a des ados qui détestent leur corps aussi, où on voit, ils s'habillent d'une façon un peu trop large, pour couvrir leur corps, pour dire « je ne veux pas voir, je ne veux pas que les autres voient, je ne veux pas cette transformation ». Et c'est là qu'on doit vraiment travailler sur le cortex pariétal pour connecter les autres parties du cerveau. Nos neurones doivent devenir nos meilleurs amis. Les différentes parties, ça serait beaucoup trop parce qu'on a 100 milliards de neurones, ce serait nos 100 milliards d'amis, mais c'est important. C'est très très important. Les neurones aussi maintiennent des relations extrêmement fusionnelles. Donc ça dépend. Qui je mets avec qui? Est-ce que je fusionne plus mes capacités émotionnelles, poudrières d'émotions, mes capacités explosives, peur du jugement, anxiété de séparation, anxiété d'abandon, anxiété du jugement, anxiété de performance, ou je les connecte avec le chef d'orchestre qui leur dit « non, c'est OK, tu ne peux pas tout contrôler, et le plus important c'est vraiment de prévoir, et si ça ne se passe pas comme tu veux, bien, c'est bien, parce que les erreurs, ça sert à ça, à apprendre, à renforcer l'apprentissage. C'est très facile d'apprendre, mais l'apprentissage qui reste vraiment gravé dans notre mémoire, c'est l'apprentissage plutôt qui a mal tourné. Relier notre corps à notre cerveau, c'est très difficile de dire yoga ou méditation ou prière ou il n'y en a pas. Parce que chaque cerveau est unique. Même les jumeaux monozygotes qui partagent 100% leurs gènes n'ont pas le même cerveau. Du tout. Donc, parfois, il y en a des adolescents qui peuvent atteindre cette connexion, ce bien-être corps-cerveau en faisant du kickboxing. D'autres en mettant la musique extrêmement fort et puis danser. D'autres la prière. D'autres la méditation. D'autres la cohérence cardiaque, la respiration. C'est très différent. Alors, ce n'est pas une bonne idée de dire « voilà, c'est ça ». Voilà, c'est ça, la méditation pour tout le monde. Non, ça ne marche pas. Il y a des adolescents qui sont tellement perdus lors de la méditation que leur amygdale se met en route, se met vraiment en tin, puis tout ce qu'ils font durant 5-10 minutes, c'est vivre un stress énorme. Ça peut être le kickboxing ou le boxing ou un entraînement de hockey sur glace qui peut leur fournir cet état de bien-être par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute de l'adolescent, beaucoup plus que lui dire « voilà, c'est ça, la solution à tous tes problèmes ».